Il est 20h, vous êtes bien sur Noah, c'est le moment du rattrapage, une demi-heure pour faire le tour de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine en compagnie d'un grand témoin. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Marie Récalde, première adjointe au maire de Mérignac, ancienne députée, spécialiste des questions de défense. Merci d'être avec nous pour commenter cette actualité de la semaine. On va tout de suite commencer par une image qui a forcément ému et qui nous a particulièrement touchés en Nouvelle-Aquitaine, avec près de 1000 km de façade atlantique, le drame des 3 sauveteurs de la SNSM des Sables-d'Olonne décédés en intervention. Emmanuel Macron, vous le voyez, a présidé ce jeudi la cérémonie d'hommage. Marie Récalde, la Légion d'honneur, elle salue un dévouement exceptionnel et bénévole. C'est très bien. Un dévouement exceptionnel, c'est le cas. Être prêt à donner sa vie pour d'autres personnes qui partent en mer. C'est le cas de nos militaires et c'est le cas de gens comme eux, qui sont bénévoles, et vous l'avez dit, et ça, ce salut aux bénévoles est fondamental. Ce sont des gens exceptionnels dont on ne mesure pas au quotidien l'engagement. Qui sont eux aussi traumatisés. C'est un drame qui meut bien au-delà de la communauté des marins, ce dévouement, quoi qu'il en coûte. C'est l'ADN des bénévoles de la SNSM, comme à La Rochelle, dans l'une des 6 stations de Charente-Maritime, où la fête prévue pour l'arrivée de la nouvelle embarcation d'intervention sera empreinte d'émotion. Ici, à quelques milles nautiques des lieux du drame, l'émotion est grande. Ça aurait pu être nous, confie cet homme aguerri qui a participé à des dizaines de sauvetages. Il sait que malgré la tempête, en cas de naufrage, il faut y aller. Nous sommes prêts à réagir à toutes sortes de météo, mais on ne part pas avec dans l'esprit la possibilité de mourir. Donc je pense que ça va changer beaucoup de choses après cet accident. Peut-être certains bénévoles vont réagir autrement. On va monter une cellule psychologique pour étudier tout ça, pour faire parler tout le monde et voir un peu comment ils voient maintenant leur avenir. Mais quand on part dans un seul but, c'est de trouver la personne et de la sauver le plus vite possible. Le drame des Sables ternit ce qui aurait dû être un week-end joyeux pour les Rochelais. Leur vedette vient d'être remise à l'eau après une refonte complète. Nouveaux moteurs, nouvelle informatique et des équipements dont le montant chiffre vite. D'où les appels aux dons réguliers, sans lesquels on ne peut rien. Je voudrais que les gens soient vraiment avec nous. Et c'est pour eux qu'on est là. On investit pour eux, notamment une caméra thermique pour retrouver les hommes à la mer. Ça coûte 30 000 €. Nouveaux projecteurs, etc. Donc c'est vraiment pour optimiser le sauvetage qu'on a besoin d'argent. Donc, et pour équiper nos bénévoles, un équipement, c'est 1 000 €. Nous sommes à peu près 50 marins ici, donc vous voyez, tout va vite. L'an passé, la SNSM de La Rochelle a effectué une 60aine de sorties pour secourir près de 200 personnes. Marie Récalde, on se pose la question, je pose la question à l'ancienne députée que vous êtes, lorsque l'on voit ce type de difficultés que rencontre la SNSM pour financer ces bateaux, on se dit à terre, en montagne, c'est l'État qui intervient. Pourquoi en mer, c'est un organisme, une association ? C'est une très bonne question et je pense qu'il faudra qu'il y ait une réflexion plus poussée, refonte de tous ces systèmes. Le paradoxe, c'est qu'on a là des gens extrêmement professionnalisés, vous voyez, qui sont prêts à donner leur vie et qui sont des bénévoles et qui font avec les moyens des bénévoles. Donc le plus grand moyen qu'ils ont, c'est leur vie. Ils n'hésitent pas à la donner. Il est normal et il serait justifié que l'État investisse et peut-être même au-delà de l'État, des souscriptions de particuliers avec des possibilités de défiscalisation. Il y a des tas de systèmes à réfléchir, mais oui, sans doute. Et peut-être que ce drame va servir à ça. Il faudrait au moins que ce drame serve à ça. Alors dans cette émission, nous revenons sur les temps forts de l'actualité en Nouvelle-Aquitaine et toujours à propos de secours, cette fois dans la Creuse, où les pompiers tirent littéralement la sonnette d'alarme. Ils veulent pouvoir se concentrer uniquement sur leur mission de secours à la personne et proposent des mesures pour améliorer leurs interventions. Dans ce centre, ces pompiers reçoivent des appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Bon, vous restez en ligne, je vous passe que 5 minutes, j'envoie mes collègues. Les motifs sont multiples, cependant, il n'y a pas toujours urgence. Chaque jour, les pompiers doivent, par exemple, relever des personnes à domicile. Ça nous prend beaucoup de notre temps et de notre personnel, parce qu'on a de moins en moins de pompiers volontaires et de plus en plus d'interventions de ce type-là. En Creuse, cela représente presque 10% des interventions. Dans cette caserne aguerrée, 8 pompiers sur 10 sont volontaires. Lorsque des nouveaux arrivent, cette chef de centre joue la carte de l'honnêteté. 80% de leur temps, ils seront appelés pour faire du secours à personne. Et que dans ces 80% d'interventions, ils feront parfois des hémorragies, parfois ils feront des naissances, parfois ils feront des personnes qui sont en arrêt cardio-ventilatoire et parfois ils feront du relevage.
Face à ces missions annexes, les soldats du feu souhaitent se recentrer sur leur cœur de métier. Ça commence à peser beaucoup sur le moral des pompiers qui se disent on est fort sollicité, sursollicité, pas forcément pour nos missions premières. Donc l'engagement que l'on avait pris, forcément, n'est pas celui pour lequel on était venu. Et ça peut poser des gros soucis après pour le recrutement des pompiers. L'année dernière, dans la Creuse, les pompiers ont mené 9000 interventions. Les incendies représentent une opération sur 10. Marie Récalde, on est au bout d'un système. Je ne suis pas certaine qu'on soit au bout d'un système, mais par contre, ce système, il faut le re-regarder. Vous savez, on le fait très régulièrement, on l'a fait précédemment, sous le quinquennat précédent. Et tous ceux qui travaillent avec les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels savent la difficulté à chaque fois de mélanger ces deux mondes. On est encore dans une question de bénévolat, dans une question d'engagement, mais il est nécessaire de repenser les missions des sapeurs-pompiers volontaires. Vous voyez, on dit qu'ils vont faire des accouchements, qu'ils vont gérer des hémorragies. C'est un métier. Et là, encore une fois, ça pose la question des services publics, de ce que l'on demande à chacun et des coûts et des moyens que l'on y met derrière. Oui, justement, se pose la question du coût, parce que les pompiers, on le comprend, ne sont pas là pour forcément relever des personnes, comme ça a été dit dans le reportage, mais qui le fera ? Aujourd'hui, c'est 80%, et ça a été dit, mais c'est pareil partout. Là, on est dans la Creuse, c'est pareil en Gironde, c'est 80, voire 90% le secours aux personnes de l'engagement des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, ça n'est pas que le feu. Bien sûr, on les appelle les soldats du feu, mais c'est tout ce qui porte autour du secours aux personnes. Et ça fait partie de l'engagement. D'ailleurs, les jeunes sapeurs-pompiers qui s'engagent nombreux, aujourd'hui, travaillent ces questions et sont amenés à ces questions-là. Donc je sais qu'au sein des réflexions qui sont menées sur l'engagement des sapeurs-pompiers et le contour de leur engagement, il y a cette réflexion et il faut en tenir compte. Vous qui êtes élu de terrain, ça veut dire aussi peut-être que l'État a tout simplement démissionné des territoires ? On le sait, il y a eu plusieurs vagues de restrictions de présence de l'État. Aujourd'hui, il y a une réflexion sur un acte 3 de la décentralisation. Nous verrons ce qu'il y a. En tout cas, l'État doit retrouver ses fonctions régaliennes. Et le secours aux personnes, malgré tout, c'est une fonction régalienne. Avec le vieillissement de la population également ? Évidemment. Alors, il n'y a pas que les pompiers qui sont dans le rouge. La fièvre monte également du côté des hôpitaux. Manque d'effectifs, de budget, de moyens, de conditions de travail détériorées. Eh bien, les centres hospitaliers sont touchés par un mouvement de grève national. Illustration à Aubusson, dans la Creuse. Ce petit mannequin représente tous les absents, ceux qui sont en arrêt, épuisés ou en burn-out, ou ceux qui ont tout bonnement démissionné. Et la crainte de cette trentaine de grévistes, c'est que cette liste s'allonge dans les mois qui viennent, car pour des raisons d'économie, les remplacements de l'été risquent d'être comptés à minima. On est 9 dans la journée et là on va passer à 5. C'est juste pas possible, on va être à ce qui paraît 2 à faire 3 à faire les toilettes le matin pour 40 résidents, c'est pas possible. On a des vacances et ça va sauter, par exemple, où il n'y aura pas de remplaçant, on va devoir revenir sur des jours de repos. Enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent être en burn-out, ça c'est sûr. Parmi ces personnels soignants, nombreux sont ceux qui enchaînent jusqu'à 25 jours d'astreinte, avec toutes les conséquences que cela suppose sur la qualité des soins. Le manque d'effectifs ici n'est pas nouveau. Depuis 2017, le personnel alerte régulièrement la direction. Mais en dépit d'une expertise du CHSCT assez alarmante, la direction se retranche derrière l'équilibre budgétaire. Les ratios de personnel à l'hôpital d'Aubusson sont beaucoup plus élevés que dans beaucoup d'établissements environnants et au plan national. Donc nous avons aujourd'hui un confort de travail, et on ne peut que s'en réjouir, mais hélas, nous allons devoir, nous aussi, commencer à faire très attention au remplacement. Elle ne parle que d'argent, alors que nous, on parle d'humain et de soins, donc c'est un peu difficile pour se comprendre. Nous, on persiste, on veut du personnel, on veut le remplacement des agents qui sont en arrêt maladie, on veut le remplacement des agents qui partent en congé, pour avoir une prise en charge un minimum correcte pour les patients et les résidents. Les agents hospitaliers ne désespèrent pas d'être enfin écoutés par leur direction, si possible avant l'été. Ils attendent également une délégation de l'Agence régionale de santé début juillet. D'ici là, le débrayage continuera sur les 4 sites de l'hôpital, tous les jours à 14h. Marie Récalde, la gronde des personnels hospitaliers a été entendue par le gouvernement qui débloque 70 millions d'euros. C'est suffisant ou c'est juste, on va dire, un pansement sur une jambe de bois ? C'est déjà ça, mais le mal est plus profond, il me semble, et c'est une vraie refonte du système, une vraie réflexion sur... On voit dans ce reportage, quand une personne vous dit on est 5 pour faire 40 toilettes, c'est la santé des patients qui est en jeu, y compris dans les EHPAD, à l'hôpital. Vous savez, un personnel hospitalier qui se met en grève,
c'est quand même suffisamment important et rare pour prendre le mal à la racine, pour aller rencontrer ces personnels et pas... Bien sûr, c'est bien de débloquer des fonds. Encore faut-il voir comment ces fonds vont être affectés, à quoi vont-ils servir. Et il ne faut surtout pas que ce soit une façon de régler le problème et de ne pas y revenir. Il faut vraiment avancer. Autre problématique traitée dans les journaux de la semaine, l'accueil des gens du voyage. À Yvrac, près de Bordeaux, la préfecture a littéralement réquisitionné les pistes de l'aérodrome pour installer les 300 caravanes d'une mission évangélique. Imaginez bien, l'exploitant de l'aérodrome ne comprend pas. Depuis 5 jours, plus aucun mouvement aérien sur l'aérodrome d'Yvrac. 300 caravanes de la communauté tzigane ont remplacé les avions sur la base d'une réquisition préfectorale du terrain privé. L'école de pilotage, avec 120 élèves, est aussi au point mort. Nous allons faire une action auprès du tribunal administratif. Et à part ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire, parce que quand on a appelé à la préfecture pour leur demander s'ils se rendaient bien compte des conséquences financières et sur le futur du club, on a eu nous a renvoyés dans nos buts. Plus de 500 pèlerins se sont rassemblés à l'appel de la mission évangélique Vie et Lumière. La communauté comprend la situation mais ne la maîtrise pas. On est bien conscient de ce qu'il y a, mais ce qui se passe, c'est que derrière, les gens sont aussi conscients depuis 16 ans qu'on attend nos aires de grand passage et qu'il n'y a rien eu jusqu'à présent. Automatiquement, on va rentrer dans des endroits qu'on nous indique, qu'on nous montre avec des accords, mais derrière tout ça, il y a quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il faut que tout cela soit résolu. Le terrain a été réquisitionné selon la préfecture pour des raisons de sécurité, mais la question des aires de grand passage se pose dans le département. Il en existe 6 en Gironde qui permettent d'accueillir 200 caravanes. Il en manque 4 et en particulier, il en manque 2 dans la métropole. Donc oui, la question est clairement posée. Qu'attend la métropole pour prendre ses responsabilités et réaliser ses aires du voyage qu'elle a programmées dans son PLUI et qu'elle ne met pas en œuvre? En 3 ans, l'histoire se répète pour la municipalité d'Yvrac. Enfin, la communauté Vie et Lumière est autorisée à rester jusqu'au 16 juin. Marie Récaldon, on l'a entendu dans le reportage, 6 aires de grand passage, il en manque 4, dont 2 dans l'agglomération bordelaise. Pourquoi ? Absolument, c'est vrai. Et ça fait un moment, déjà sous l'ancien préfet d'Artoux, on travaillait sur ces questions-là. Vous savez, ça fait partie des sujets que chacun se renvoie un petit peu. Et pourtant, il y a une vraie responsabilité collective sur ce sujet. Il manque 2 aires de grand passage. C'est assez surprenant, c'est vrai, de voir cette réquisition faite par les services préfectoraux sur un aérodrome privé. Je pense que les services préfectoraux ont voulu alerter et faire réagir les élus de l'agglomération. C'est une vraie responsabilité qu'il faut prendre. Je sais que Mérignac, par exemple, a travaillé beaucoup. Le maire de Mérignac, ne serait-ce qu'il y a quelques mois encore, a tiré la sonnette d'alarme en faisant le tour de sa commune et en montrant les endroits et les terrains squattés. Ça veut dire aussi que l'agglomération, la métropole, ne remplit pas sa mission ? La métropole ne remplit pas ses obligations. Donc je pense que ça n'est pas une volonté au fond politique, c'est un problème d'application, mais il faut trouver les terrains. Et comme vous savez, sur ces sujets-là, chacun se renvoie un peu la responsabilité, ce qui n'est pas normal. Honnêtement, il faut trouver, ça n'est pas la responsabilité des gens du voyage, mais c'est bien la responsabilité des élus et il faut trouver, c'est absolument indispensable, ces 2 aires de grand passage sur l'agglomération. Alors on va rester justement sur l'agglomération bordelaise pour parler d'un chantier qui s'annonce à la fin du mois sur votre commune, l'extension de la ligne A du tramway en direction de l'aéroport. On va dire enfin. Enfin, oui, tant mieux. Peu de temps passé. Enfin, et peut-être déjà, vous savez, ça a été un long combat mené par Michel Sainte-Marie puis Alain Onziani, avec Alain Juppé et l'ensemble des élus de la métropole, très honnêtement. Tout le monde ne partageait pas l'idée d'aller jusqu'à... 5 kilomètres. Pour 5 km, mais ce sont 5 km importants, vous le savez, et qui vont desservir désormais non seulement l'aéroport, mais aussi toutes les zones d'activité qui sont un des poumons économiques vitaux de l'agglomération bordelaise, de la métropole. Donc oui, enfin, et nous nous en réjouissons, ça va engendrer, les travaux démarrent là, au mois de juin, ça va engendrer quelques inconvénients, comme toujours sur ces travaux. 2022 à peu près. Absolument. Alors venons-en à ce qui fera l'actualité de la semaine prochaine dans le domaine de l'aéronautique, le salon du Bourget, sur les pistes, dans les airs, mais également dans les stands. Le monde de l'aviation va présenter ses nouveautés à Paris. Ce sera le cas pour le Limousin avec 2 prototypes de très haute technologie. Ce n'est pas une vitre banale, cette pièce d'un A380 est un condensé technologique. Elle contient des antennes transparentes sur fibre optique de la très haute technologie développée à Limoges au Système, le centre de recherche et d'innovation en électronique.
Et on va travailler donc sur un pare-brise qui va être capable donc d'intégrer des antennes et l'électronique de pilotage pour sortir directement en fibre optique. Donc on va gagner en poids, on va gagner en facilité d'installation, ainsi de suite. Autre innovation présentée la semaine prochaine au Salon du Bourget et Made in Limousin, un générateur optoélectronique. Ça peut servir pour des applications radar, de détection de mines par exemple, des applications plutôt pour la défense, puisque ces antennes rayonnent des impulsions de très courte durée qui sont difficilement détectables. Donc ça intéresse les militaires. Ces chercheurs industriels, PME et start-up démontrent qu'en Limousin, des prototypes de niveau mondial sont inventés et que la région compte dans la filière de l'aéronautique. On a ici, et je crois que c'est important de le souligner, des compétences de niveau mondial. Et je crois que c'est pas se gargariser que de le dire, c'est simplement de le reconnaître, de rester humble, mais à côté d'avoir la détermination pour le mettre en valeur et savoir en retirer la quintessence, c'est-à-dire des emplois, c'est-à-dire créer des richesses. Et des rendez-vous avec les plus grandes entreprises de l'aéronautique et de l'armement sont d'ores et déjà prévus au Salon du Bourget la semaine prochaine. Marie Récalde, vous y serez au Bourget la semaine prochaine également. Vous connaissez bien ce monde de l'aéronautique, de la défense. Vous étiez député spécialiste défense, première adjointe au maire de Mérignac. Ce Bourget, ce sont des avions qui volent, certes, mais il se passe énormément de choses en coulisses. Il y a des gros contrats. Absolument, et heureusement. Et là, on vient de voir un reportage extrêmement illustrant de ce qu'est ce travail autour de l'aéronautique. On n'a pas l'impression, on ne le voit pas. Quand on monte dans un avion, on ne sait pas toute la technologie qu'il y a derrière. Cette technologie, elle est à la fois militaire et civile. Tout ce qui vient du militaire a généralement été transposé dans le civil au bénéfice des passagers en règle générale. D'où l'importance de la recherche et du développement et du financement de cette recherche et du développement. Vous voyez, on est à Limoges, sur un territoire que certains disent moins, en tout cas moins, peut-être pas moins dynamique, mais en tout cas moins favorisé que la métropole bordelaise. Et c'est la responsabilité des élus, en particulier de la région, qui le fait, de permettre le développement de l'innovation. On est très en amont, ça demande beaucoup de financement, des financements dans le temps pour parvenir à ça. Et pour parvenir derrière à ce que l'autonomie française et le savoir-faire français, qui est reconnu mondialement dans le domaine de l'aéronautique, puissent perdurer. Ça permettrait aussi, dans l'équilibre des régions, on le voit moins, c'est moins spectaculaire que les Airbus qui sont construits chez nos voisins toulousains, mais il y a une grosse activité quand même dans tout ce qui est sous-traitance, on vient de le voir, et ça permet d'équilibrer un peu les forces. Un très gros écosystème en région Nouvelle-Aquitaine. Pas que dans la métropole bordelaise, encore une fois, mais dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, un très gros écosystème autour de l'aéronautique, du spatial, civil et militaire. Alors oui, c'est vrai, on n'a pas l'image d'Airbus comme on peut l'avoir autour de Toulouse, mais on a l'image de Dassault, de Thales. Ou de Thales, par exemple. De Thales, par exemple, de Sabena dans la maintenance aéronautique, bien d'autres, de Dassault Falcon Service, bien d'autres, et de tous ces sous-traitants qui viennent irriguer ceux que l'on voit le plus, dont on connaît le plus le nom, mais c'est un véritable écosystème et un grand savoir-faire avec une main-d'œuvre extrêmement qualifiée dans notre agglomération et dans notre région. On va en parler dans un instant, mais justement, quand on voit Thales ou d'autres sociétés, j'imagine que vous êtes l'interlocuteur au sein de la mairie pour ces sociétés-là. Vous êtes démarché ou vous devez faire la démarche de leur dire venez vous installer chez nous? Alors c'est une longue histoire avec Thales et Dassault, c'est une longue histoire avec l'aéronautique à Mérignac. Oui, moi j'ai une habitude de travailler et nous échangeons régulièrement. En fait, c'est comme dans une histoire humaine, et d'ailleurs, il n'y a de richesse que d'hommes dans ces métiers-là aussi. Il faut se connaître, savoir quelles sont les préoccupations, les enjeux et les difficultés des uns et des autres pour pouvoir donner confiance, une confiance mutuelle qui s'est faite au fil des années, et puis leur permettre de trouver sur place tout ce dont ils ont besoin pour se développer, pour la plus grande fierté de notre pays. Et justement, parmi les liens tissés de longue date, il y a la pose de ces premières pierres, on va dire, de l'extension de l'usine Dassault à Mérignac. 1000 emplois qui vont venir sur le site de Mérignac, oui. C'est énorme. C'est énorme, on se réjouit vraiment de ce transfert. Alors vous savez, c'est du transfert de personnel pour grande partie, mais aussi des recrutements locaux. Ça génère toute une activité, à la fois dans la construction du bâtiment, mais après au-delà. Ça génère des écoles de formation. Et pour nous, c'est une excellente nouvelle. C'est le fruit d'un travail de confiance
au fil des ans, vraiment, avec maintenant Éric Trappier, PDG de Dassault, mais ses prédécesseurs aussi. Et vraiment, je me réjouis vraiment de cette arrivée. Et ça pérennise Dassault à Mérignac, ça pérennise de l'emploi. Et la région a misé sur Aérocampus. C'est un pari gagnant parce que c'est un secteur qui recrute et qui va recruter de plus en plus. C'est un très beau pari, gagnant et gagné, qu'il faut poursuivre. Je me souviens, il y a 15 ans, je parle comme les anciens combattants, mais quand on parlait de maintenance aéronautique et de MCO, pour ceux qui connaissent un peu, maintien en condition opérationnelle, on nous regardait avec des yeux un peu ébahis en disant quand on sait que le prix d'un avion, c'est un tiers le prix d'acquisition, puis 2 tiers la maintenance, on imagine derrière tous les besoins, et notamment les besoins en recrutement qu'il y a. Alors dans 20 heures, le rattrapage, vous avez l'habitude, chaque semaine, nous évoquons ce qui a également fait le buzz sur nos réseaux sociaux et les applications mobiles de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le bruit du buzz résonnait cette semaine autour d'une poitevine. Du fil en aiguille, on veut graver ses passions, on veut graver ce qu'on aime. Et puis au bout d'un moment, on ne s'arrête plus. Et moi, je compte remplir mon corps à 90%. C'est mon travail, c'est une fierté. Et le fait que ce soit ma copine, ça me met encore plus la pression, vu que je les vois tous les jours, j'ai toujours envie de faire une petite touche en plus pour les améliorer. « 20h, le rattrapage se poursuit au cœur de l'actualité de la semaine, marquée en Nouvelle-Aquitaine par le premier anniversaire des inondations qui avaient lourdement frappé les petites rues et les commerces de Salis-de-Béarn. Le 13 juin 2018, Salis-de-Béarn se réveille envahi par les eaux. Dans la nuit, le Salaise, d'habitude si tranquille, est brutalement sorti de son lit. Le pont, on ne le voit même plus. Le pont. Et hier, on le voyait, hier soir encore, on voyait un peu à minuit, les murailles. Mais là, plus rien, plus rien. Jusqu'à 1,80 m d'eau dans certaines habitations, 65% de la ville est inondée. Par chance, il n'y aura aucune victime, mais les dégâts matériels sont considérables. Beaucoup de Salisiens ont tout perdu. Oh, le piano à terre, toutes mes collections, tous mes trucs. Oh. Parmi les 80 commerces du centre-ville, aucun ne sera épargné. On peut voir le niveau aussi sur la fenêtre ici. On est arrivé là. Ce niveau-là, donc on a plus d'1,50 m. Plus rien à faire, ça sortait par les prises, par partout. Les jambons, ils ont pris l'eau, les saucissons, ils ont pris l'eau, toutes les conserves ont pris l'eau. Avec la décrue, une poignante vague de solidarité a permis aux habitants désemparés d'aller de l'avant. Ça fait chaud au cœur quand même. On sent qu'on n'est pas tout seul, quoi. Ils ont réussi à ouvrir la porte et aussitôt, là, ils sont venus nettoyer. C'est formidable, heureusement. J'ai des amis qui m'ont amené une table déjà, four micro-ondes pour faire cuire un peu. Pendant plusieurs jours, les objets des sinistrés vont s'entasser sur la place du Temple, alors que du Béarn et d'ailleurs, les dons en vêtements, mobilier et nourriture vont affluer. Salis-de-Béarn, où Noah a été cette semaine pour une émission spéciale consacrée à ce premier anniversaire. Le centre-ville, on l'a vu, a retrouvé son aspect, son charme de Venise du Béarn. Le charme de nos villages, c'est justement ce qu'est venu inspecter cette semaine l'un des membres de l'association qui décerne chaque année le titre de plus beau village de France. Et du côté de la Roque-Gajac en Dordogne, on espère conserver ce titre. Son dernier passage remonte à 2011. Le délégué des plus beaux villages de France est de retour à la Roque-Gajac. Comment ça va? Très bien. Et vous? Pour le maire, c'est une sorte d'examen de passage. Ça éclaire aussi le site classé, le manoir. Oui, tout à fait. Pour le délégué, 27 critères qualité sont à pointer. Végétalisation des aires de stationnement, nouveaux aménagements, bâtis. Il est temps alors de partir visiter le village. Cette extension, elle existait de la mairie là, en 2011? Oui, ça fait longtemps. Direction les quais. Première observation, la couleur des volets trop criarde. Les volets sont blancs. Ce qu'il faut maintenant, c'est que quand il y aura des travaux, que ces couleurs puissent être reprises. Il y a un nuancier de couleurs qui a été validé ici à la Roque-Gajac, donc il faut respecter certaines couleurs.
Autre souci à régler au plus vite, les commerces. Certains vont trop loin, comme celui-ci qui a tendance à recouvrir sa façade de publicité. Donc il faut qu'il y en ait moins, il faut aussi que les couleurs soient plus discrètes. Au milieu des touristes, l'inspection se poursuit. Une visite importante pour conserver le label. Il n'y a pas de copinage. Mais il ne peut pas y avoir de copinage parce que s'il y a du copinage, à l'arrivée, c'est mauvais pour tout le monde. Si le village est moche, les copains et les pas copains, ils vont tous perdre de l'argent. Le label Association des plus beaux villages de France, c'est pas n'importe quoi. La note sur 10, je dirais qu'on est allé aux alentours de 7 à 8 sur 10. Les petits détails qui pêchent encore. Poursuivre les efforts sur les réhabilitations des habitations, des constructions. Donc ne rien lâcher par rapport à ça, parce que c'est ce qui fait vraiment la qualité du village. Et après la Roque-Gajac, le délégué enchaîne ses inspections en Périgord. Prochaine destination, Dôme et Montpazier. Vous, l'élu, c'est un discours que vous entendez, c'est ce très haut niveau de qualité demandé au plus beau village de France. On rigole pas, c'est un vrai label. Oui, mais c'est tout à fait normal, je trouve, et c'est très bien même qu'on puisse avoir ce label avec des très fortes exigences pour nos patrimoines. C'est l'image de la France. Hein. N'oubliez pas que les touristes français, mais aussi étrangers, viennent aussi pour ça en France. Ce monsieur le disait dans le reportage, et c'est tout à fait juste. Mais ça ne doit pas être seulement les plus beaux villages de France. C'est une exigence qui doit irriguer l'ensemble des villages et des communes de France, qu'elles soient grandes ou petites. On y est très attentif. Je voyais ces ventilateurs de climatisation. Bah oui, évidemment, on regarde tout ça et c'est important l'exigence en la matière, et comme dans d'autres matières d'ailleurs. Alors, on va rester justement dans le patrimoine régional avec une rénovation à venir qui sera financée par un jeu de hasard. Parmi les 13 sites régionaux retenus pour le loto du patrimoine, le château du XIIe siècle de Pougne-Hérisson, c'est dans les Deux-Sèvres. Visite guidée. Allez, c'est par là que ça se tient. Un vestige de 900 ans qui ressemble plutôt aujourd'hui à une ruine. Si on passe le long, là, on passe au travers, hein, c'est sûr. Ce château du XIIe siècle est interdit aux visiteurs pour cause évidente de sécurité. Le monument est délabré. La structure même de cette tour menace de s'effondrer à tout moment. Si ça lâche là, tout ce tas de pierres qu'on a autour de nous, ça va tout tomber. Et après, au niveau des travaux, ça va être quelque chose. Hein. Là, je pense, d'après ce qu'on a entendu avec ce qui est maçon, c'est encore prenable, mais il ne faut pas attendre. En tout, les travaux sont estimés à 430 000 €. Un coût colossal pour le village. Il a dû se séparer d'une partie de ses biens immobiliers et contracter un crédit. Si le maire est bien sûr soulagé d'avoir été retenu pour le loto du patrimoine, il espère bien rentabiliser son investissement à terme grâce au tourisme. C'est des visiteurs qui vont venir, qui vont rester sur le territoire. Et là, c'est des enjeux, on ne peut pas passer à côté de ça. Alors, c'est vrai que nous, on avait une émergence de quelque chose avec le nombril. C'est une continuité et ça va permettre de développer quelque chose. L'idée, c'est que les gens ils viennent passer un moment ici et puis qu'ils s'arrêtent sur la Gâtine, effectivement. C'est très important. Le nombril du monde fait la renommée de Pougne-Hérisson. L'association organise tous les 2 ans un festival satirique sur l'histoire moyenâgeuse de la Gâtine qui attire à chaque édition des milliers de visiteurs. Et le château fait déjà partie du décor. Il peut y avoir cette idée-là, en effet, hein, qu'on lit, nous, nos histoires, alors avec un petit H, mais de nombreux S, avec la grande histoire qui est très, très prégnante hein, sur la commune de Pougne-Hérisson. Voilà, le lien se fera d'autant plus naturellement. Si vous voulez participer au financement des travaux, le tirage du loto du patrimoine de 13 millions € se déroule le 14 juillet prochain. C'est presque la fin de 20h le rattrapage. Comme chaque semaine, on va revenir sur une image que vous aurez retenue de l'actualité. Et c'est forcément ce drame de la SNSM et l'hommage du chef de l'État. Absolument, oui. Vraiment, merci messieurs. Merci à leur engagement. Et attention à ne pas les laisser seuls. Il faut que l'État prenne conscience que nous sommes un pays maritime et que nous lui devons beaucoup de choses. Ouais, et plus de 950 km de façade atlantique en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un grand pays maritime, nous sommes une grande région ici, maritime. Nous avons organisé d'ailleurs les premiers états généraux de la mer il n'y a pas longtemps, ici à Bordeaux. Et c'est incroyable que la France et les Français tournent autant le dos à leur façade maritime. Merci beaucoup d'avoir été le grand témoin de l'actualité de la semaine sur NOAH. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à cette émission. Passez une très belle soirée sur NOAH.